Merci. Oui, je vais donc faire un exposé qui est un exposé de mathématiques. Et j'ai besoin d'un cadre pour commencer qui nous fait remonter au début du XXe siècle les espaces LP de Lebesgue qui seront partout dans cet exposé. Donc si l'on a un espace mesuré qui peut être simplement, si vous préférez, l'intervalle 0,1 muni de la mesure de Lebesgue, l'espace LP et l'ensemble des fonctions dont la puissance PIM et la puissance PIM du module est intégrable. Et c'est un espace normé, on le munit d'une norme qui permet donc aussi d'introduire la distance entre deux éléments qui est écrite ici, c'est la norme LP que vous pouvez lire. L'exposant P égale l'infini est exceptionnel, la norme L infini étant le subessentiel du module, donc une fonction de L infini, ça il faut retenir ça pour la suite, est une fonction essentiellement bornée. Dans un espace de probabilité, quand on a un espace de probabilité, ce sera le cas pratiquement tout le temps, on a une chaîne d'inclusion. Les fonctions continues sur l'intervalle 0,1 par exemple sont bornées essentiellement. Elles sont elles-mêmes dans LP et le plus grand espace, c'est l'espace L1 qui contient tous les autres espaces. L2, lui, est un espace particulier, c'est un espace de Hilbert qui est muni d'un produit scalaire, donc on peut parler dans cet espace d'une distance qui ressemble à la distance euclidienne, on peut parler d'angle, et les notions euclidiennes apparaissent généralisées dans un cadre de dimension infinie. Donc vous pouvez penser à L2 comme un espace euclidien de dimension infinie. Alors les séries de Fourier, dans le cas réel, traditionnellement, si on se place sur l'intervalle 0,1, s'écrivent comme des cosinus nt, sinus nt. Donc on a ce qu'on appelle une base orthonormale de L2 de cet intervalle de Lebesgue, donné par ce système de fonctions. Et par conséquent, toute fonction, c'est la théorie des espaces de Hilbert, toute fonction de L2, théorie très classique, admet un développement en série de Fourier, comme vous voyez écrite ici. Bon, je crois qu'il vaut mieux que j'utilise plutôt ceci. Une série de Fourier donc, dans ce système. Alors, ce qui est très important dans ce genre de développement orthogonal, c'est qu'on a une identité de Parseval, si vous voulez une image très élémentaire, ce serait une généralisation du théorème de Pythagore en dimension infinie, et ça correspond à cette relation entre les coefficients à n, bn et le carré de la norme de la fonction dans L2. Ensuite, ces coefficients, qui sont bien sûr appelés les coefficients de Fourier, apparaissent sur cette dernière ligne. Alors maintenant, dans le cas complexe, et ce sera souvent le cas complexe que je considérerai, mais à un moment je serai forcé d'expliquer la transition qui se passe entre les deux cas. Dans le cas complexe, une fonction de L2 admet aussi un développement orthonormal sur la base orthonormale, cette fois indexée par les entiers, donc c'est l'ensemble Z, l'ensemble des entiers de signe quelconque, positif ou négatif, et on a le système E de pi int, système trigonométrique ou système de Fourier ou base orthonormale de Fourier de cet espace L2 à valeur complexe. La relation, bien sûr, entre les deux, cas réel, cas complexe, que vous devez garder évidemment à l'esprit, et que E puissance 2i pi nt, relation fondamentale, c'est cosinus de pi nt plus i sinus de pi nt. Donc, si vous calculez ici, dans ce développement, la partie réelle et la partie imaginaire de ce développement, vous allez trouver le développement précédent qui était dans l'écran précédent. Alors, le théorème de Parseval, sous la forme complexe, nous dit que la norme, le carré de la norme de cette fonction est égal à la somme des carrés des modules des coefficients. Et ces coefficients se calculent par les règles de l'espace hilbertien, c'est comme un angle, se calcule par un produit scalaire du système et de la fonction f, d'où le coefficient de Fourier qui est écrit ici. Alors en fait, la série de Fourier formelle, donc que l'on écrit avec les coefficients de Fourier, traditionnellement, elle est définie pour tout f dans L1, parce que les coefficients de Fourier qui apparaissent ici, en fait, ils ont un sens quand la fonction est simplement intégrable. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit de carré intégrable pour définir le coefficient qui est ici. Autre chose très importante, la correspondance est très classique. La correspondance entre la fonction et la suite des coefficients de Fourier, c'est ce qui devient dans le cas continu la transformation de Fourier, mais moi je parle de série de Fourier aujourd'hui.
Donc cette correspondance est injective, ce qui signifie que la fonction est déterminée par ses coefficients de Fourier. Donc, en fait, c'est naturel, c'est d'ailleurs ce qu'on fait très souvent dans l'étude des séries de Fourier, de parler d'une fonction simplement par l'intermédiaire de sa série de Fourier, d'une façon qui est un peu virtuelle, puisqu'on peut en parler sans se préoccuper qu'elle converge, puisqu'on sait que la fonction est déterminée. Et je vais utiliser cette espèce d'abus, parce que c'est commode, dans un exposé de 20 minutes, sur un sujet un petit peu mathématique, un petit peu plus mathématique peut-être que vous avez l'habitude. Alors, donc c'est la série formelle, la série de Fourier formelle de f que l'on écrit, et bien sûr, on se pose la question, quand est-ce que cette série converge ? Ce que l'on veut, c'est reconstruire la fonction f à partir de sa série de Fourier, c'est le problème classique. Si on se place dans l'espace où la série de Fourier est définie, l'espace L1, la question naturelle est, est-ce que la série converge pour la norme de L1. Donc la norme de L1, c'est ce qu'on a défini tout à l'heure, l'intégrale du module de la fonction. Donc on voudrait savoir si, quand on regarde la fonction moins la somme partielle, est-ce que la différence converge vers 0 pour la norme L1 ? Alors, la réponse est déjà connue de Lebesgue. La réponse est non, ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça dans L1. Donc, je vais dire des choses mathématiques qui sont des difficultés sur les séries de Fourier, qui ont une filiation un peu lointaine, mais qui ont une filiation avec le scepticisme des mathématiciens à l'origine sur les travaux de Fourier, parce que, si vous voulez, l'idée générale, c'est, si on l'a dit brutalement, c'est les séries de Fourier ne convergent pas. Et donc c'est ça ce qui est très embêtant dans les séries de Fourier. Et en fait, je vais vous montrer, c'est le thème de cet exposé, que les séries de Fourier aléatoires, elles, c'est miraculeux, tout va bien pour les séries de Fourier aléatoires. C'est le thème de mon exposé. Alors il y avait aussi un exposé, un contre-exemple de Kolmogorov historiquement sensationnel en 1926, où il a construit vraiment la pire chose possible, une fonction de L1 qui, dans la série de Fourier, elle diverge en chaque point, partout, absolument partout. Et il y a des raffinements bien connus de ces théorèmes-là. Alors les sommes partielles, on va donc les noter Sn. Si on se place dans L2, alors là, bien sûr, ce contre-exemple de Kolmogorov disparaît. Dans L2, il n'y a aucun problème. Vous vous souvenez, on a Pythagore, ce qu'on appelle Parseval en dimension infinie. Donc l'erreur peut être mesurée par le reste de la série. Donc il n'y a pas de problème, ça tend vers 0. Un théorème plus subtil qui est dû à Marcel Riesz, 1927, très classique dans la théorie des séries de Fourier, c'est que dans LP, ça marche aussi. La somme partielle tend vers la fonction f dans LP, à condition, vous voyez ici en haut, à condition que P soit strictement entre 1 et l'infini, puisque comme je viens de vous le dire, pour P égale à 1, on a un contre-exemple déjà connu de Lebesgue, et on a ce contre-exemple de Kolmogorov encore plus raffiné. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en chaque point ? Bien sûr, ce que l'on voudrait, c'est de pouvoir approcher les valeurs de la fonction par les sommes partielles. Donc on voudrait que Sn de t au point t tende vers la fonction f de t. C'est ça, quand on fait une approximation d'une fonction par une série, c'est ça qu'on veut. Alors ça, il se trouve que c'est historiquement une question fameuse qui a été posée dans la thèse de Lusin, mathématicien russe, donc 1915, qui est resté, un mathématicien russe fameux d'ailleurs, qui est resté ouverte pendant très très longtemps, qui était une question très connue, qui a circulé, qui était certainement connue de tous les analystes pendant 50 ans, qui a été résolue en 1966 par un tour de force absolument extraordinaire de Lennart Carlsson, qui a démontré que oui. Et je pense que je ne suis pas sûr que le consensus était clair à ce moment-là, quand il a démontré que c'était vrai, lorsque les gens étaient découragés sur cette question. C'est une preuve très difficile, qui reste encore aujourd'hui très difficile. On a fait peut-être 2 autres preuves différentes, pas totalement différentes, mais différentes de ce théorème. Ça reste quelque chose de très difficile. Là encore, sur ce théorème, je vais vous montrer que si l'on passe aux séries aléatoires, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Alors les séries de Fourier aléatoires, je vais essayer de simplifier. On peut aléatoriser les séries de Fourier de beaucoup de façons. Je vais me concentrer sur 2 façons, vu le temps que nous avons aujourd'hui. Une façon la plus jolie, la plus simple, consiste à introduire des choix de signes égaux à plus ou moins 1 devant les coefficients de la série de Fourier. Okay, donc, pour formaliser les choses, on les appelle epsilon n. Epsilon n est égal à plus ou moins 1. C'est une suite de variables indépendantes et elles prennent les valeurs plus 1 et moins 1 avec probabilité 1,5. Donc si vous tirez le modèle et si vous tirez successivement au jeu de pile ou face,
et que votre pièce n'est pas truquée, normalement, vous avez un modèle physique qui correspond à ceci. Mais l'autre choix qui mathématiquement se trouve a été beaucoup plus fécond est le fait de mettre des variables aléatoires gaussiennes indépendantes, standards. Donc je prends des variables gaussiennes standards. Vous avez ici la distribution, si vous demandez ce que ça... Vous avez oublié comment elle est. Des variables donc indépendantes standards qui remplacent ces signes aléatoires. Alors si on se place maintenant dans la situation L2, qui est un peu le minimum que l'on doit supposer pour ce que je vais dire, que donc les coefficients sont de carrés sommables en modules, comme ceci, et qu'on regarde, on forme la série de Fourier associée à ces coefficients, et puis on forme ces signes aléatoires. Donc ça c'est le modèle, c'est les règles d'écriture des probabilistes. Donc epsilon n de oméga, vous pouvez y penser comme un plus ou moins 1 choisi au hasard, plus ou moins un signe choisi au hasard. Bon, c'est la modélisation consiste à écrire ceci. C'est plus simple d'écrire oméga que plus ou moins, parce que c'est une suite de choix de signes. Ce oméga, c'est une suite de choix de signes. C'est pour ça qu'on l'appelle oméga plutôt que plus ou moins. C'est plus clair comme ça. Alors, maintenant, les identités qu'on a déjà passées en revue de Parseval montrent immédiatement que cette fonction aléatoire, cette série de Fourier aléatoire, puisqu'on a formé la série de Fourier et on l'a rendue aléatoire, en fait, pour tout choix de signe, elle est dans L2. Parce que pour tout choix de signe, vous voyez que comme vous mettez le signe devant Cn, le module de Cn au carré, il est toujours convergent. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une somme de fonctions orthogonales, et on lui applique le théorème que j'ai dit Pythagore généralisé, ça nous donne cette identité. Et donc, il y a convergence de cette série dans L2. Alors, première surprise sur les séries de Fourier aléatoires de ce type, eh bien, en réalité, la somme que vous obtenez, la série de Fourier que vous obtenez, elle est presque sûrement, elle va ignorer l'échelle des espaces de Lebesgue, tout cette chaînon d'espaces de Lebesgue qui, bien sûr, sont tous différents, ces espaces LP qui sont tous différents. La série aléatoire, elle, si elle est comme ceci, ce qui la garantit dans L2, en réalité, elle est dans LP pour tout P. Presque sûrement, cette série de Fourier représente une fonction de LP pour tout P. Et en plus, on a une divine surprise qui est que si l'on regarde le développement point par point de cette série, alors les difficultés liées au théorème de Carlson disparaissent. Cette série, elle est, pour presque tout choix de signe, convergente pour presque tout T. Donc, point par point, elle converge vers cette limite aléatoire. Et donc, on a, si vous voulez le résumer sous forme de théorème, que si on se demande si une série aléatoire est presque sûrement dans LP, eh bien, c'est assez surprenant. C'est la même chose qu'une série, la même série de Fourier aléatoire dans LQ, et c'est la même chose que la condition sur les coefficients qui correspond au cas L2. Alors les références remontent au début du XXe siècle. Il y a beaucoup de travaux dans l'école polonaise, et d'ailleurs ça a aussi inspiré les travaux de Banach, qui sont des généralisations de ce genre de questions. Il y a un principe de Banach dans la théorie des séries de Fourier. Mais pour les séries de Fourier aléatoires, les trois références absolument fondamentales sont les trois articles qui sont là. Et ça, principalement, l'origine, c'est Pelle-Zygmunt. Zygmunt était d'ailleurs un mathématicien polonais qui s'est installé par la suite à Chicago, qui est devenu américain, et Pelle-Wiener-Zygmunt et aussi Salem-Zygmunt. Wiener, c'est Norbert Wiener, qui est fameux pour toutes sortes de choses, y compris jusqu'à la cybernétique, et aussi sur sa théorie du mouvement brownien. Zygmunt, lui, pour les mathématiciens, est fameux parce qu'il a écrit la Bible pour les séries trigonométriques, un ouvrage qui a commencé en 1935, qui a été réédité, augmenté, et la dernière édition que moi j'ai dans ma bibliothèque est 1968. Il y en a peut-être d'autres depuis. C'est un gros livre. J'ai envie de l'appeler la Bible des séries trigonométriques. Mais la Bible des séries de Fourier aléatoires, c'est en fait Jean-Pierre Kahn qui l'a produit, et c'est son livre 1968, Some Random Series of Functions, qui a vraiment considérablement élargi les questions que je vous ai présentées là assez vite, qui résumaient un peu la première période de la théorie des séries de Fourier. Et Kahn en particulier a découvert un grand nombre de choses beaucoup plus générales. Il a trouvé des principes plus généraux. Il y a quelque chose qui s'appelle le principe de contraction qui est très important. Et là, j'ai simplement insisté sur quelque chose que vous pouvez reconnaître comme analogue à ce que l'on vient de discuter, c'est-à-dire l'équivalence que
si la série de Fourier est presque sûrement dans LP, elle est presque sûrement aussi dans LQ, eh bien, Kahn a découvert qu'en fait, c'était un phénomène abstrait très général. Si vous prenez un espace de Banach, un espace de dimension infinie quelconque avec une norme qui n'a plus rien à voir avec l'espace de Hilbert, très général, j'appelle ça B, alors si vous formez une série avec des vecteurs xn et vous mettez des choix de signes aléatoires devant, alors les propriétés qu'on vient de passer en revue dans des cas particuliers sont vraies dans ce cadre très général. La série, en fait, converge, dès qu'elle converge presque sûrement, en fait, la vérité, c'est dès qu'elle converge en un sens extrêmement faible, dès qu'elle converge en un sens raisonnable, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait dire le théorème, alors elle converge presque sûrement en norme, et en plus, elle converge au sens LP à valeur le Banach maintenant, donc la norme remplace le module, c'est facile d'imaginer ce que ça devient, et à nouveau, pour tout P, entre 0 ou entre 1 et l'infini. Donc ceci, c'est pour vous montrer que c'est la généralisation. Je répétais l'exemple qui correspond à ce qu'on a vu précédemment. Si l'espace de Banach, c'est l'espace LQ de Lebesgue, et si Xn est donné par un coefficient Cn fois la fonction E de pi int, alors on va très facilement dériver du théorème de Kahn, dans ce cas particulier, les résultats de Pellé-Zygmunt. Le théorème de Kahn a eu une énorme influence, ça a vraiment eu un impact énorme sur le développement ultérieur d'un domaine qu'on a appelé géométrie des espaces de Banach, et puis une autre de ces branches, c'est probabilité sur les espaces de Banach. Je vous réfère au livre de Ledoux-Talagrand si cette direction vous intéresse, si vous voulez avoir plus d'informations. Alors le cas gaussien. Le cas gaussien dans les séries de Fourier aléatoires, bien sûr, son origine est dans le mouvement brownien. À l'origine, 1920, il y a un article de Wiener sur le mouvement brownien qui parle de travaux de Paul Lévy et qui très rapidement va faire la jonction avec Pellé-Zygmunt, qui avait étudié les séries de Fourier aléatoires en fait sans se préoccuper du mouvement brownien. Alors, pour parler du mouvement brownien vite, il y a une théorie, c'est commode, des processus gaussiens, qui est un peu issue d'ailleurs de tout ce sujet. La théorie des processus gaussiens, c'est la théorie des processus qui sont tels que toute combinaison linéaire, c'est facile à dire, toute combinaison linéaire des variables aléatoires du processus, c'est une collection de variables aléatoires, toute combinaison linéaire Z de ces variables a une loi gaussienne que vous voyez, et vous voyez cette loi décrite par la formule qui est là. Ensuite, la chose fondamentale des processus gaussiens, et qui rend leur théorie très très élégante et très facile, c'est que l'orthogonalité, quand on est à l'intérieur d'un processus gaussien, l'orthogonalité est équivalente à l'indépendance stochastique. Alors c'est très très commode, parce qu'on a juste à vérifier des relations type Parseval pour savoir qu'on a des fonctions indépendantes. Alors, c'est illustré par le mouvement brownien. Le mouvement brownien, ça peut être caractérisé par un processus gaussien, tel que, à l'origine, le mouvement brownien indexé par l'intervalle 0,1, par commodité de la discussion. De toute façon, après, sur les autres intervalles, il évolue de façon indépendante. Donc, si on l'a construit sur 0,1, on l'a construit partout. C'est très facile de le voir. Donc, je me concentre sur 0,1. Alors, il est caractérisé comme un processus gaussien et simplement tel que la norme L2 au carré ici, des accroissements de ce processus, est vraiment extrêmement simple, c'est simplement module de T-S. Alors, je réfère à Wiener et à Lévy, début du XXe siècle, qu'est-ce qui était à l'ordre du jour? Ce qui était à l'ordre du jour, c'est de montrer que cet objet existe mathématiquement, de faire une construction rigoureuse de cet objet, de démontrer qu'il existe un objet qui a toutes les propriétés de distribution que je viens de dire. En fait, je ne les ai pas dites, elles sont incluses dans la notion de processus gaussien, et qui a des trajectoires continues. Donc la question qui était en fait toujours la plus délicate était de savoir pourquoi ce processus défini de cette façon a ces trajectoires continues. Alors l'idée qu'on voit dans ce papier Pellé-Wiener-Zygmunt, eh bien, c'est qu'on peut développer le mouvement brownien en quelque sorte en série de Fourier. Là, je triche un petit peu parce que vraiment je dois aller vite. Donc on regarde le mouvement de brownien comme intégrale de ce que l'on appelle le bruit blanc. L'intégrale du bruit blanc, ça va vous faire, quand le bruit blanc est écrit comme
Non, ce n'est pas ici, là je suis en train de faire des erreurs, excusez-moi. L'intégrale du bruit blanc va vous donner, si vous faites le calcul, que je n'ai pas le temps de faire, mais qui est très élémentaire, va vous donner le mouvement brownien comme écrit sur cette ligne, c'est-à-dire un terme linéaire, une constante plus le coefficient G0 de t. Les Gn, ce sont bien ces variables gaussiennes dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, vous avez une série de Fourier aléatoires indexés par n et moins n. N, là, est sur les sommets, sur les entiers positifs. Donc vous voyez apparaître une série de Fourier aléatoires gaussiennes. Donc le problème devient le problème de la construction du mouvement brownien et de la vérification qu'il a des trajectoires presque sûrement continues devient l'analyse simplement, dans ce point de vue-là, d'une série de Fourier aléatoires. La série de Fourier aléatoires dont les coefficients sont, comme vous voyez, en 1 sur n et en moins 1 sur n ici. Bon, je réarrange le cosinus et le sinus dans les formules, donc le problème devient celui qui est écrit dans cette dernière ligne-là. Alors maintenant, donc, notre problème est donc de caractériser quand une série de Fourier aléatoires, avec ces coefficients-là, est presque sûrement continue. Donc il y a deux conditions qui ont été trouvées. Je vois que je n'ai plus de temps, il faut vraiment que je fasse là une opération de sélection incroyable. On a donc une condition, vous voyez, très simple, explicite, comme ceci, qui est nécessaire, et une condition qui est suffisante, mais très ennuyeuse. La condition suffisante, il faut supposer que ces sommes ici, à partir des coefficients, sont décroissantes. Donc c'est très restrictif. Une autre variante est que si les coefficients Cn sont décroissants et qu'on regarde maintenant la série sous l'angle complexe, puisque de toute façon on sait qu'on s'y ramène, alors c'est presque sûrement continu, si et seulement si on a cette condition sur la série. Mais là encore, restriction, les coefficients doivent être décroissants. Donc ça vous donne une idée ici. Si le coefficient est en 1 sur racine de n est mieux que 1 sur log n, eh bien, ça marche. Vous avez une série qui converge uniformément et qui représente une fonction continue. Bon, alors là, je comparais le cas des séries réelles et des séries complexes. Et cet écran nous montrait que c'est très commode. En fait, on peut passer de la série complexe, la série de Fourier complexe, à la série réelle. Et on a aussi un autre phénomène miraculeux des séries de Fourier aléatoires, c'est qu'on n'a pas de problème quand on passe d'une fonction à la fonction conjuguée. Donc la série des cosinus est presque sûrement continue, si et seulement si. La série des sinus est presque sûrement continue. Donc passage à la fonction conjuguée, en série de Fourier, ça pose des problèmes dans les fonctions continues, pas de problème dans les fonctions presque sûrement continues. Alors le mouvement brownien, en réalité, c'est le début de la théorie des processus gaussiens, et c'est de la théorie des processus gaussiens qu'est venue la solution du problème qui était posé par en fait Pellé, Wiener, Zygmunt, qui était implicitement peut-être, qui était le problème de la caractérisation, trouver une condition nécessaire et suffisante pour la continuité presque sûre des séries de Fourier aléatoires. Donc cette condition, elle est sortie de la théorie des processus gaussiens. Les références, c'est Dudley et Fernick. Et c'est une condition qui paraît étrange à première vue, qui est ce qu'on appelle la condition d'entropie métrique. Il faut introduire une métrique sur notre ensemble des temps du processus, donc S et T qui étaient dans 0,1. On introduit la distance D de ST, qui est en fait simplement la distance L2 du processus associé. Et on compte le nombre minimal de boules de rayon delta pour cette distance qui recouvre l'ensemble des temps, donc l'intervalle 0,1. Alors, la condition nécessaire et suffisante pour la continuité presque sûre de la série, c'est la condition d'entropie. Il faut que ce nombre de recouvrements ne croisse pas trop vite, de telle façon que l'intégrale de racine de log de ce nombre, qui vous fait penser à l'entropie, bien sûr, ça doit être intégrable à l'origine. Alors pour le mouvement brownien, eh bien, vous voyez, la distance étant modulo S moins T 1,5, donc n de delta étant 1 sur delta carré, la condition, elle converge largement, elle converge très largement, mais ça correspond à quelque chose, ça correspond au fait que le mouvement brownien, qui comme vous le savez, je ne peux pas le dessiner, je n'ai pas pu mettre une illustration parce que c'est une courbe sans dérivée, ce qui veut dire en réalité que c'est indécidable, donc je n'ai pas cherché à mettre d'image. Néanmoins, tout en étant sans dérivée, les trajectoires du mouvement brownien sont tout de même un peu mieux que juste bornées. Et vous voyez, elles ont un module de continuité qui est indiqué par cette formule-là. Donc ça se traduit dans la condition d'entropie. Alors, je vais dire peut-être deux choses de plus et j'arrête. Donc,
Billard, Itonisio, un théorème très joli, à nouveau une surprise sur les séries de Fourier aléatoires. Une série de Fourier aléatoire est presque sûrement continue si et seulement si elle est presque sûrement bornée. Donc ça, c'est une surprise qui, à nouveau, n'a pas d'équivalent dans les séries de Fourier. Et un autre théorème, démontré dans mon livre avec Marcus, 1981, c'est que, justement, les séries aléatoires gaussiennes et les séries aléatoires avec des plus ou moins, avec des choix de signes, sont équivalentes, et on a même toute une classe de façons de produire des séries de Fourier aléatoires qui sont continues en même temps. Donc la continuité presque sûre, dans tous les cas, pour toutes ces variables aléatoires, que ce soit les choix de signes ou les gaussiennes, se ramène toujours à la condition d'entropie. Voilà, quelques ramifications plus actuelles. Ça m'ennuyait de m'arrêter avec des théorèmes datant d'il y a si longtemps. Donc, une façon commode de dire, c'est qu'il y a une filiation avec les nombreux travaux ultérieurs de Talagrand, ce qu'on appelle la condition de mesure majorante pour des processus gaussiens qui ne sont pas stationnaires. Chose, dans les travaux plus récents, j'ai relevé des articles sur des séries de Fourier aléatoires sur les variétés, des séries de polynômes d'Hermite, donc ce qui est lié, puisque sans doute sur les sphères. Et je voulais terminer par un article vraiment récent et un théorème très joli qui répond à une question de Jean-Pierre Kahn, qui est un théorème de Nazarov, Nishri et Sodine au sujet de série de Taylor aléatoires, mais ça utilise la technique, vraiment est une technique de série de Fourier aléatoire avec choix de signes aléatoires. Donc on considère une série de Taylor aléatoires pour laquelle on sait que le rayon de convergence est égal à 1, mais les coefficients ne sont pas de carré sommable. On forme cette série de Taylor aléatoires qui donc presque sûrement nous donne une série de Taylor qui est bien définie sur le disque. On peut donc considérer cette fonction et l'image du disque. Le théorème, c'est pour presque tout choix de signe, l'image du disque, c'est le plan tout entier. Et ça répond donc à une question dans le livre de Kahn qu'il avait fait pour le cas gaussien et qui signalait qu'il n'arrivait pas à le faire dans le cas des variables plus ou moins 1. Merci beaucoup. On va prendre quand même une ou deux questions. Donc Vincent Courtillot d'abord. Le micro. Attends le micro. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'application de ces séries de Fourier aléatoires, une application pour un non-mathématicien? Je sais à quoi servent les séries de Fourier normales, je m'en suis beaucoup servi. Je ne vois pas à quoi appliquer en dehors de la réflexion intellectuelle. Oui, mais alors, j'avoue que votre question me surprend parce qu'il y a peu de doutes, il me semble, quand on a écouté mon exposé, puisque la série de... Vous avez comme exemple de série de Fourier aléatoire le mouvement brownien, qui est peut-être la notion mathématique qui a eu le plus d'applications depuis le début du XXe siècle. Donc je veux bien, mais d'accord. Oui, de ce côté-ci. Une question de curiosité. Si on revient aux séries de Fourier déterministes, disons, et qu'on garde maintenant des séries à plusieurs variables, donc mettons des séries, il y a ce phénomène intéressant qu'on comprend depuis les années 70, que les sommes partielles, ça dépend énormément de la manière dont on les tronque, c'est-à-dire c'est pas du tout la même chose par rapport aux propriétés que tu as citées au départ, si on tronque suivant un cercle ou si on tronque suivant un carré. Merci. Voilà. Oui, et est-ce que tout cela est gommé? Absolument. Absolument. En réalité, donc, merci. Bon, un exposé de 20 minutes, j'ai dû choisir de me concentrer sur le cercle, enfin, ou l'intervalle 0,1. Mais l'un des avantages des toutes dernières choses que j'ai dites sur la condition d'entropie et le point de vue associé au processus gaussien, qui vient des processus gaussiens stationnaires, c'est qu'en réalité, sur n'importe quel groupe compact, commutatif, et même non commutatif, la théorie s'étend. Et il n'y a pas de problème de sommation pour la série de Fourier aléatoire. C'est par l'application de tous ces théorèmes généraux. Donc après, c'est vraiment l'idée générale. Bon, l'idée générale est correcte, que les difficultés sont toutes arrondies quand on passe à l'aléatoire. Bien sûr, on ne sait pas autant, on est comme toujours, on perd, puisqu'on a l'information de la série aléatoire, on n'a pas
la vraie fonction. Mais néanmoins, sur le plan théorique, c'est très satisfaisant. Jean-François Le Gall veut intervenir. Oui, là tu t'es concentré là, des poids aléatoires qui étaient plus ou moins 1 ou gaussiennes. Mais bon, j'imagine que tout marche bien pour des poids aléatoires plus généraux. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile Je suis allé très vite à la fin. Mais oui, je l'ai vu sur un transparent. Oui. Mais est-ce que c'est beaucoup plus difficile de généraliser à des lois plus quelconques pour les poids ou Non, alors donc l'un des théorèmes que nous avons montré, qui était dans un premier temps avec Marcus, supposer que les variables étaient de carré intégrable. Donc il y a une coupure, je peux peut-être éventuellement y revenir. Voilà, si les variables aléatoires sont de carré intégrable, puis je vais écrire une équivalence, donc il faut aussi une minoration, alors il n'y a aucun changement, c'est toujours la condition d'entropie qui domine. La difficulté qu'on a eue, c'est pour des variables p stables. Et donc si l'on passe à des variables aléatoires qui n'ont pas un moment d'ordre 2, qui ne sont pas de carré intégrable, ça nous a coincé un moment, mais en fait, on y est arrivé. C'est une autre condition d'entropie avec une autre distance qui gouverne le cas P stable. Et après, je peux te renvoyer aux travaux de Michel Talagrand, qui a considérablement étendu en fait ce qu'on avait fait dans le cas P stable sur les processus indéfiniment divisibles et toutes sortes de choses. Donc, on comprend vraiment, je pense qu'on sait bien comment attaquer les choses et que la théorie n'a pas tout enregistré. Mais je pense que si quelqu'un a maintenant une question intéressante sur une série de ce genre, nous saurons lui dire si il y a continuité presque sûre, s'il y a une chance que les bornes soient comme il est conjecturé. Enfin, la théorie est quand même bien rodée. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Gilles.